Bonjour, il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y avait une guerre dans les étoiles, et il y avait surtout aussi un voyage dans les étoiles. Alors on va pas parler de Star Wars aujourd'hui, on va parler de Star Trek, qui était un petit peu le pendant télévisuel des gens qui étaient en mal d'aventure spatiale à l'époque, dans les années 70. On avait la série Star Wars qui était au cinéma, et on avait la série Star Trek qui était à la télévision et aussi au cinéma par la suite. Bref, aujourd'hui on va parler de la rencontre entre les X-Men et Star Trek, et pas de la rencontre entre Star Wars et Avengers. Il va y avoir un crossover entre Star Wars et Avengers, c'était sûr, hein, avec le rachat de Disney, de Marvel par Disney, c'était sûr qu'à un moment ou à un autre on allait avoir ça. Mais il y a quelques années, on avait déjà une rencontre entre deux monuments de la science-fiction et du comics, Star Trek et X-Men. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Paramount, dont les droits appartenaient, enfin Star Trek, dont les droits appartenaient à Paramount, Paramount voulait faire une nouvelle série de comics Star Trek. Jusque là, c'était chez DC que c'était publié. Et puis DC a perdu les droits, ils ont proposé les droits à Marvel, Marvel a dit ok, ils ont récupéré les droits en 96 pour les perdre en 98. Ça a démarré avec un Star Trek X-Men et ça se termine avec un Star Trek X-Men, sauf que le Star Trek X-Men en question, que je n'ai pas dans ma collection, parce que ça m'intéressait beaucoup moins, euh, c'était un Star Trek The Next Generation avec le pourquoi j'écris Planète Picard, avec le commandant Picard, et pas du tout avec le Captain Kirk qui est là. Et donc ils ont gardé la licence 2 ans. Mais ils ont fait d'autres comics entre temps, hein. Ils ont fait quelques comics Star Trek, mais on va les voir à la fin, là, il y avait des previews. Mais ils avaient aussi fait avec Marvel, chez Paramount, un comics Mission Impossible. Comics Mission Impossible que je n'ai pas dans ma collection, si jamais quelqu'un le vend, j'en veux bien, parce que c'est Rob Liefeld qui a dessiné le comics. C'est pas lui qui était au scénario, ça devait être Warren Mackie, je crois. Et en fait, il y a deux éditions sur ce comics de Mission Impossible, parce que la légende voudrait que euh, c'était à la sortie du premier film, hein. Donc pour faire connaître un peu le film, ils ont décidé de faire une BD en partenariat avec Paramount et Marvel. Et Tom Cruise aurait trouvé que son personnage à l'intérieur, dans les premières pages, était trop féminin, trop efféminé. Euh, Pourtant, Rob Liefeld, c'est pas le genre de mec à faire des personnages efféminés. Donc du coup, il a demandé à ce que ce soit refait. Donc il y a une première version qui existe, qui a fuité, qui s'est vendue un petit peu, et qui a été remplacée quelques temps plus tard par une version corrigée. Mais ce comics, aujourd'hui, bah, évidemment, pour le trouver, c'est un peu plus compliqué. Ça va, j'ai regardé, c'est pas trop cher non plus. Donc, si jamais quelqu'un l'a, bon, évidemment, je suis preneur. Mais là, aujourd'hui, on va parler de Star Trek. Donc, Star Trek arrive chez Marvel, on les fait se confronter aux X-Men, on fait appel quand même à Topco, à toute l'écurie Topco pour le dessin. Alors, le scénario, c'est Scott Lobdell, hein, Scott Lobdell qui était déjà scénariste des X-Men à l'époque. Mais au dessin, on a quand même une vingtaine de pages de Marc Silvestri, il y a 5 dessinateurs. 5 dessinateurs là-dessus. On a donc Marc Silvestri sur les 20 premières pages et c'est un régal pour les yeux. On a Billy Tan, ça fait moins rêver, qui est là également. Anthony Wynne qui fait 2 pages, que moi j'aimais beaucoup sur Rip Claw, mais clairement elle était là parce qu'il fallait finir le projet. Et on a une page de David Finch, une seule page. Je vous ai dit 5 dessinateurs, pourquoi j'en ai... Ah oui, c'est parce qu'il y a Brian Ching aussi qui donne un coup de main. En fait, Marc Silvestri il fait les layouts et en fait il fait les personnages et tous les décors ils sont faits par Brian Ching qui était aussi de l'écurie Topco à l'époque. C'est un peu la méthode manga au Japon où le dessinateur il a plein d'assistants, il dessine principalement les grosses scènes de bataille et les personnages principaux et tous les personnages secondaires, les trucs en background, les décors, c'est fait par ses assistants. Bah, c'est un peu ça en fait ce qui se passe là-dedans. Et donc on a Spock, le docteur McCoy, le Captain Kirk qui sont là, qui se baladent tranquillou, ils sont bien tranquilles dans l'espace. Il y a une espèce de faille temporelle qui fait que, pouf, il y a Gladiator de la garde impériale qui débarque et qui les menace en disant bah cassez-vous et qui met un gros coup dans le vaisseau. Et il y a Kirk qui dit mais est-ce qu'il vient juste de donner un coup de poing à mon vaisseau? Genre le mec est surpris de ce qui se passe, c'est plutôt sympa.
Et il y a d'autres petits moments un peu cool comme ça, genre, bon, il y a le fauve qui est présent. Le fauve, c'est Hank McCoy, mais il y a aussi le docteur McCoy de Star Trek. Donc, à un moment, on leur dit: Hé, docteur McCoy! Et les deux se retournent en même temps. J'aime bien faire ça au boulot. Au boulot, il y a ma femme, Margot, et il y en a deux autres. Quand elles sont tous les trois dans la salle de pause, je passe devant la salle de pause et je fais: Margot? Et les trois se retournent, et je suis mort de rire. Oui, c'est con comme blague, mais c'est drôle. Faites ça chez vous. Euh, Donc, ben, les X-Men se retrouvent catapultés là parce qu'en fait, ils cherchent après Proteus. Proteus, l'essence de Proteus, l'âme de Proteus qui passe de corps en corps, se retrouve passe par la faille spatio-temporelle, les dimensions parallèles, etc. Pour prendre le contrôle du corps décédé, défunt du lieutenant Mitchell. Le lieutenant Mitchell, il apparaissait dans le second pilote de Star Trek, donc le pilote avec le Captain Kirk, parce qu'il y avait un premier pilote où il n'y avait pas le Captain Kirk. Et c'était lui le méchant. En fait, il avait des pouvoirs un peu psychiques en fait, il avait des pouvoirs télékinésiques et psychiques, tout ce que vous voulez. Euh, et donc lui, il meurt à la fin de l'épisode. Son corps est donc pris, Proteus prend possession de son corps parce qu'il se dit bah c'est un corps plutôt puissant. Vous voyez, la seule page qui est dessinée par David Finch, c'est celle-là. Et ça se voit, hein. Ça se voit. Et elle est plutôt cool. Là, par contre, c'est du Billy Tan. Donc tout ce bon monde va se combattre évidemment. Dans l'équipe des X-Men, on a un Wolverine qui est très classe parce que dessiné par Marc Silvestri, donc ça c'est toujours très classe. Voilà, il est là le Wolverine, il est quand même très très cool. On a Cyclope, on a Jean Grey, on a Bishop, on a Tornade et on a le Fauve. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah, on a Gambit aussi qui est censé être là, j'ai pas vu. Ah si, Gambit il est par terre. Il y a Gambit qui est là aussi. Il y a une scène d'ailleurs où Wolverine, je sais plus si on le voit là. Euh, si c'est ça, Wolverine et Spock se mettent sur la tronche et Spock lui fait hop la prise Vulcaine et il endort Wolverine avec un seul coup. Le mec se rend pas compte de la bête qui est en face de lui, quoi. Et donc tout ce bon linge va combattre Proteus et Deathbird, vous l'avez peut-être entreaperçu sur l'image que je vous ai montrée. Tout est bien, qui se finit bien, vous inquiétez pas, tout le monde retourne dans son univers, on est copains, on est content, tout va bien. Donc c'est plutôt sympa, c'est un comic qui est publié en décembre 96 qui fait 40 pages, qui est inédit en VF, hein. Le cherchez pas, il n'y a pas de version française, ça vous le trouverez pas du tout. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous préciser? Pop, 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 Non, je vous ai pas précisé que le crossover Star Trek et Next Generation, donc celui de 98, c'était Carrie Nord au dessin et Dan Abnett au scénario. On a 7 pages bonus, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, avec des pin-up. Et les pin-up, elles sont plutôt cool. Là, on a du Terry Dodson. Là, on a du Mike Deodato Jr. Voilà, Mike Deodato Jr. Hop, Steve Epting et Gary Frank. Et ouais, Gary Frank, le Gary Frank de Geiger, le Gary Frank de Jane 13, le Gary Frank de Hulk, évidemment. Steve Epting de Captain America, plus tard. Joe Bennett, le Joe Bennett de Immortal Hulk, je crois que je dis pas de conneries. Pascal Ferry à côté. Donc tout ça c'est des pin-up, mais c'est plutôt sympa de les avoir en bonus. Et enfin Valsemix. Voilà. Je sais pas si je dis bien, Valsemix ou Valsemix. Et à la fin, on avait donc des previews sur les prochains comics Star Trek. Alors des trucs qui sont pas forcément intéressants, Voyager, Deep Space Nine, Starfleet Academy. Moi, celui que je retiens surtout, c'est celui-là. Hop, c'est Star Trek Mirror Mirror, qui est un one-shot, qui a surtout la particularité d'être entièrement dessiné par Mark Bagley. Mark Bagley d'Ultimate Spider-Man, de Spider-Man tout court d'ailleurs. Et donc on nous montre quelques previews de pages. Voilà, tout ça c'était vendu à l'époque 4,95$, soit le prix d'une issue normale aujourd'hui en 2026. Et bah, c'est un numéro que je suis content d'avoir dans ma collecte. Je l'avais acheté à l'époque parce que bah, Marc Silvestri sur du X-Men, je me suis dit ouais vas-y je vais me régaler. Moi j'étais pas plus fan que ça des X-Men, c'est arrivé un peu plus tard. C'est un comics de 96, donc j'avais 19 ans, 19-20 ans. Les Star Trek ça arrivait bien plus tard chez moi. Et, et voilà, donc c'est un comics qui est plutôt cool, qui est inédit en VF. Bon, ça vaut pas très cher, hein. Il y a moyen de le trouver vraiment à pas cher en VO.
si vous souhaitez vous le procurer. En tout cas, c'est un bon moment de lecture. C'est comics popcorn un peu fun. Je vais vous laisser là. Excellente journée, excellente lecture. On va se retrouver jeudi. Et jeudi, on parlera encore des X-Men et on parlera encore d'un numéro un peu particulier. À jeudi. Ciao.